En préparant cette émission, en changeant un petit peu de sujet, j'ai lu dans un article qu'il y avait eu un événement assez important pour toi, et même un petit peu traumatisant, avec un accident rencontré par un de tes amis notamment. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, carrément, carrément. Bah, du coup, c'est un ami avec qui, j'avais fait toute ma liste de courses pour le guide. Donc, tu sais, je te disais, on a toute une liste de courses, donc de à peu près, 40 à 50 courses à effectuer. Et donc moi, j'avais mon pote avec qui, j'étais au lycée au début en Savoie, tu vois? Qu'on s'était rencontrés depuis, méga longtemps et en fait, on faisait toutes nos courses ensemble parce que c'était bien, on avait le même niveau, on se challengeait un peu sur les mêmes voies. C'est dur d'avoir le même niveau en montagne, il y a toujours un qui a un peu plus d'expérience que l'autre et du coup, tu veux pas te retrouver dans la situation du mec qui se fait emmener, tu vois? Parce que on veut être les 2 à avoir le même niveau, à évoluer en même temps et du coup, on avait vraiment fait toutes nos courses ensemble et hem et en fait, juste avant d'aller, donc au probatoire du guide, donc l'examen d'entrée du diplôme de guide, la première étape, en fait, on a un oral où on présente la liste de courses, on explique, voilà, toutes les courses qu'on a fait, pourquoi on les a fait, l'expérience qu'on a vécue et derrière, il y a un test de ski de randonnée où en gros, on doit faire une, montée en ski de randonnée de 1000 à 1 500 mètres de dénivelé et après on est noté à la descente Ok. et en fait, on s'était dit le week-end avant cette épreuve, on s'était dit: «Bah, on va faire une grosse sortie en montagne, on va se la tuer, on s'envoie 2000 mètres dans les jambes» et du coup, on avait fait ce qu'on appelle, une sortie qui s'appelle les dômes de Miage. Normalement, il y a des personnes qui mettent 2 à 3 jours pour le faire et nous, on s'était dit: «OK, on le fait à la journée». On se la tue, c'était au mois de février et en fait, il y avait personne qui était allé encore de l'année, je pense, on était les On va premiers. se mettre 2000 mètres dans les jambes, hein. On va Si se mettre jamais les gars, c'est... et en fait, cette fois-là, il y avait eu, 20 à 30 centimètres de neige fraîche et on était obligé de faire la trace, tu vois, avec les skis dans la poudreuse, sur les 2000 mètres de montée et on arrive quasiment au sommet, on est cuit, tu vois? On est rôtis. Moi, j'arrive, je déboule sur l'arête. En fait, le sommet, tu passes une petite arête, en neige et après tu bascules sur un autre versant de la montagne où tu skis. En fait, tu montes d'un côté, tu skis de l'autre côté. D'accord. OK? Et en fait, tu as une arête que tu dois traverser avec toi, normalement, tu mets, crampons, piolets, tu mets les skis sur le dos et après tu chausses les skis de l'autre côté, tu descends et en fait, quand on arrive sur l'arête, là, il y avait pas mal du vent du nord et moi, j'arrive, je suis cuit, je dis à mon collègue: «J'ai froid, il y a du vent, je vais mettre ma veste» et je dis: «Ouais, tiens, je vais faire une ou 2 photos de toi sur l'arête, c'est grave beau» et hem et lui, il part devant, donc il y avait du vent, on s'entendait pas trop, toi, tu un peu tu sais, le vent dans la gueule, on s'entendait pas trop, faisait froid, on était tous les 2 cuits, c'était un peu fin de journée et là, lui, il part et on voit l'arête qui avait l'air pas trop difficile, tu vois? C'était un peu neige. En fait, le côté nord était décapé par le vent, donc c'était vraiment, glace, glace et ça avait rabattu toute la neige fraîche côté sud, Ok. où il y avait beaucoup de neige poudreuse, tu vois? Donc tu avais un côté plein et un côté un peu, on va dire... Alors les 2 étaient pentus, mais un côté genre, on va dire, glace, béton et l'autre côté, c'était beaucoup de neige fraîche et le but, c'est de marcher sur l'arête entre 2 pour pas que tu t'enfonces trop dans la neige et pas être sur le dur qui est galère à marcher, tu vois? qui est glissant, ouais. Et qui est glissant. Et du coup, à cette époque-là, on avait un niveau, tu vois, on faisait les cascades de glace, les compétitions. Lui, il était aussi avec moi en compétition en cascade de glace et tout. Et on faisait, tu vois, on faisait la face nord des Grandes Jorasses, on faisait des courses en alpinisme hyper dures. On avait un niveau, tu vois, on se sentait, et puis on avait 20 ans, tu vois, on est même Tu te sens 19 invincible. ans. Et qu'on se sentait invincible, on se disait, mec, c'est bon, il peut rien nous arriver, on est les plus forts. Et en fait, à ce moment-là, donc lui, il part sur l'arête et donc moi, je fais une ou 2 photos de lui et en fait, à marcher en équilibre entre le côté poudreux et le côté glace, il glisse de sa hauteur, tu vois? Juste, il tombe, en fait, sur le côté glace, ça le fait glisser parce qu'il avait pas mis les crampons ni rien. Alors qu'on avait tout le matériel, hein, on avait le crampon, les piolets, le machin, mais c'est juste qu'on avait la flemme, tu vois? La petite flemme, il fait froid, tu es fatigué, petite flemme de sortir le truc, tu dis: «Ouais, c'est bon, c'est facile, il y en a pas pour longtemps». Et au final, il tombe de sa hauteur et il tombe sur le côté glace. Et là, en fait, je le vois commencer à glisser. Je me dis, bon, ça va aller, il va tout doucement, il glisse. Et en fait, je me rends compte qu'il peut pas s'arrêter, quoi. Parce qu'en fait, c'est de la glace, glace bleue, il a pas de crampon, il a rien, il peut pas s'arrêter, pas de piolet. Et en fait, là, je vois qu'il commence, il glisse, il glisse, il glisse. Et puis ça devient de plus en plus raide. Et là, je le vois disparaître dans la face nord, quoi. Enfin, dans la face nord du Ouais, truc. ouais. Et là, je me dis, mais ok, le mec vient de disparaître, quoi. Enfin, tu vois, genre, d'un coup, t'as ton pote qui est là à 20 mètres devant toi, et d'un coup, il est D'un plus coup, il là. est plus là, ouais. Et, euh, et là, moi, je me dis: «OK, bon, bah, j'appelle les secours», tout de suite, je suis un peu terrorisé, je sais pas trop quoi faire, enfin, je veux Tu pas fais quoi? T'as enfilé les crampons pour aller voir, peut-être? et non, même pas, parce que tu vois, j'avais peur de faire le suraccident. Je me suis dit: «Si moi, je me tombe aussi, je pourrais personne sait qu'on est là». En vrai, enfin, tu sais, on était tous les 2, Ouais, OK. on n'avait rien trop dit à personne, même nos familles, tu vois, ils savaient pas trop où on était ni rien. Et du coup, à l'époque, je me rappelle, je sors mon téléphone pour appeler les secours et tu sais, c'était à l'époque où les iPhones et tout, la batterie, dès qu'il faisait froid, elle shut down. Ouais. Et du coup, j'appelle les secours et en fait, le temps que j'appelle, boum, la batterie, elle tombe et là, je me dis: «Putain, je peux pas appeler les secours, ma batterie, elle vient de lâcher», tu vois?
Et je savais que le temps que ça réchauffe, donc je mets mon téléphone dans mon caleçon et je redescends côté. En fait, il fallait que je descende un peu plus bas pour qu'il fasse moins froid, que je sois pas dans le vent et Ça tout. revienne, ouais. Et donc, je me rappelle un endroit où on s'était arrêté, où il y avait du réseau. Et donc là, je descends à cet endroit où il y avait du réseau. Je rappelle les secours, je dis bah voilà, il s'est passé ça, mon pote il a disparu dans la face nord, machin. Et donc eux, ils étaient déjà sur un autre secours. Ils viennent sur moi après, un peu plus tard. Et donc ça a mis, je crois, 1 heure quand même. Donc moi, pendant 1 heure, tu sais, dans ma tête, je me dis mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que. Qu'est-ce qui lui est Ah ouais, arrivé? l'inconnu. Et d'un côté, je me disais, mais peut-être qu'il s'est arrêté juste en dessous de là où je voyais pas, tu vois. Enfin, et après, dans ma tête, j'essaie d'imaginer la face. Je me dis, la face, elle fait quand même 600 mètres de haut. S'il a débarroulé, c'est sûr qu'il est mort et tout, tu vois. Et donc, ils viennent me chercher. Je monte dans l'hélicoptère et je leur montre l'endroit où il est tombé. Et en fait, là, dans l'hélicoptère, on voit un bâton qui était resté en dessous de l'arête. Et je leur dis, bah voilà, le bâton, là, ça donne l'axe de chute et on peut regarder là où c'est qu'il est tombé. Et en fait, on voit des impacts tous les 50 mètres, on voit des impacts dans la neige, tu vois. Il y a plein de rochers, il faut s'imaginer, c'est une face très raide avec plein de rochers. Et en fait, la chance qu'on a eue, c'est que la neige fraîche, ça a amorti un peu sa chute, mais on voit des impacts tous les 50 mètres, 60 mètres. Et en bas, on voit son corps en surface d'une coulée d'avalanche. Tu vois, ça avait fait une sorte d'avalanche, et on voit son corps. Et là, du coup, on va poser un secouriste avec le médecin, et ils prennent direct une bâche en fait, dans laquelle ils mettent les corps des mecs normalement, tu vois. Et donc là, moi, je comprends que, tu vois, que c'est fini. Ouais. Même eux, ils ont vu, toi, en voyant la chute, tu dis, bah là, c'est sûr que c'est fini pour lui. Et moi, pendant ce temps-là, ils vont me poser un peu plus bas dans la vallée sur un parking. Et en fait, dans l'hélico, ils disent, ouais, le mec est en vie, bougez-vous, faut absolument qu'on l'hospitalise hyper rapidement, tu vois. Donc là, moi, ils me drop, genre, ils me jettent vraiment de l'hélicoptère. Ouais, genre, dégage, on a le plus Ouais, important. c'est ça, Mais normal, logique. normal. Logique. Et donc là, moi, je me suis retrouvé genre au milieu d'un parking, tout seul, avec mon pote qui part aux urgences à Annecy en hélico. Et j'avais aucune idée si c'était genre urgence vitale, à quel point c'était grave ou pas. Tu vois, est-ce qu'il est en vie mais en survie, ou est-ce qu'il est en vie, ça va pas trop mal. Et en fait, en fin de compte, il avait juste un gros trauma crânien. Il s'était gelé les doigts parce qu'il avait passé plus d'1 heure, tu vois, Ouais. dans la neige, il avait perdu ses gants et tout. Ouais. Et sachant qu'il avait pas de casque, il avait rien, et il s'était pété une vertèbre, enfin une ou deux vertèbres qui s'étaient pétées, mais le mec, rien. Et en fait, quelques mois plus tard, après lui, ça allait mieux, tu vois, une fois que genre 3-4 mois après, ça allait mieux. Et lui, son cerveau, il a vraiment shut down, tu vois. Au moment où il est tombé, en fait, je pense que son cerveau, il s'est vu mourir. D'accord. Et du coup, en fait, tu as une sorte de réflexe protecteur qui fait que tu n'as plus de souvenirs, tu te rappelles pas de rien. Et alors que moi, je l'avais vu tomber, tu vois. Et en fait, après, pendant des mois, j'étais obligé d'aller voir le psy parce que je le voyais tomber en nuit. Dans la nuit, je dormais, je le voyais tomber en boucle. Alors que je me disais, au final, ça va, tu vois. Je me dis, maintenant, il va bien et tout, il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas que je le voyais tomber comme ça en boucle. Et c'est ça aussi qui a fait que derrière, je me suis plus orienté sur le côté photo, vidéo, et moins sur le côté perf en montagne, parce que je me suis dit, en fait, je fais pas de la montagne pour mourir. Et voilà, et là, mon collègue, maintenant, il est guide de haute montagne, il fait des expés de malade et tout, il est hyper fort. Lui, ça, en fait, ça l'a pas. Ouais, il s'en est remis. Ouais, carrément, ça l'a pas du tout. Ça l'a impacté un petit peu parce que voilà, il a perdu plus ou moins 1 an de sa vie sur tu vois, le temps de la rééduque et tout. Mais aujourd'hui, il est méga fort et tout va bien pour lui. Mais ça, c'était un peu, tu vois, je l'ai pris un peu comme un méga rappel, tu vois, genre une sorte de claque de la vie qui te dit t'es pas invincible, tu vois. Ce que je veux dire là, en mode, je te mets un énorme rappel. Et limite, tu vois, je suis reconnaissant, je me dis, bah, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être on se serait tué, tu vois. Ouais. Ou, tu vois, parce que t'as pas la peur de. Surtout quand t'es jeune, toi, tu te rends pas compte qu'en fait, la vie, elle peut basculer en un instant. Surtout dans ces conditions-là. Surtout dans ces conditions-là, et tu passes en fait du rêve au cauchemar en 1 seconde, quoi. Et t'as fait comment pour un peu passer outre ça? T'es allé voir une psy? Ça a été le temps, peut-être? Ouais, un peu le temps, le effet. psy. Après, j'ai dû retourner en montagne. Et après, le côté photo m'a énormément aidé, tu vois, de documenter. Et en fait, la photo, ça m'a permis de doser l'engagement que je voulais mettre, parce que je voulais toujours être au contact, tu vois, des mecs qui faisaient de la performance en alpinisme, qui faisaient du haut niveau, mais tout en étant à l'aise avec les risques et l'engagement que je mettais. Et au final, je trouvais que, tu vois, la photo, c'était un bon compromis, et ça m'a un peu sauvé de ça, quoi. Ta particularité, c'est que tu as une patte artistique, tu as beaucoup parlé de photos, assez prononcée, parce que tu profites du coup de ces ascensions pour créer du contenu. D'où ça te vient? Qu'est-ce qui t'a fait dire un jour, je prends l'appareil photo et maintenant, je vais partager ce que je fais? La côté photo, c'est vraiment venu un peu au fil du temps, tu vois. J'avais vraiment au début, c'était pour documenter ce que je faisais en montagne, tu vois, vis-à-vis de ma famille, de mes amis,
qui connaissaient pas forcément le milieu. C'était même pareil, comme je disais, c'était tout début des réseaux. Il y avait pas, enfin, personne n'avait trop d'idées. Même moi, tu vois, en fait, je me disais, mais c'est incroyable ce qu'on fait. C'est fou qu'il n'y ait pas plus de gens qui connaissent, tu vois, Donc moi, j'avais trop envie de faire partager, de faire découvrir tout ça. Et donc, je me trimballais toujours un boîtier photo. Tu vois, à l'époque, c'était des trucs assez lourds. Toi, c'était il y a 15 ans en arrière. Pas très maniable. Pas très maniable et tout. C'était un peu la galère. Là où on faisait tu vois, la chasse au poids, en alpinisme, c'est hyper important d'être léger. Donc, on achetait du matériel qui coûtait une fortune pour gagner 30 grammes. Et à côté, je me prenais un appareil photo qui faisait 1,5 kg. Mon pote, il me disait, mais t'es complètement fou. Et moi, sauf que ça me régalait de faire des belles photos, Bah ouais. de ramener du beau contenu. Et en fait, je me disais, moi, j'étais pas artistiquement, j'avais l'impression d'être hyper nul, même photographe. Tu vois, je me disais pas du tout, je suis ni photographe pro ni rien, parce que moi, j'allais en montagne. En fait, je pouvais aller à des endroits où d'autres photographes ils pouvaient pas aller. Oh là là. Et je faisais des photos de ces spots où plein de photographes ne pouvaient pas aller. Et en fait, ça faisait forcément des images qui étaient belles parce que les spots étaient incroyables, tu vois. Et ouais, bah là, Elles sont ça, belles, les c'est photos. tout. Ouais, bah Ouais. après, les spots sont fous, hein. J'ai eu la chance d'aller dans je pense, les endroits les plus beaux du monde. Oh là là. Et quand tu vis à Chamonix, mec, le spot est malade. Hein. T'avais des inspirations à ce niveau? Parce que j'ai vu que du coup, en regardant ton compte Insta, ça fait pratiquement 10 ans que tu postes régulièrement des clichés. Ouais, carrément. À l'époque, ceux qui connaissent, qui ont suivi un peu, il y avait des mecs comme Alex Troll sur Instagram, Chris Burkhardt. Et après, moi, j'avais bossé avec des photographes qui étaient sur Chamonix. Parce que du coup, on avait un petit peu des partenariats avec des marques via les compétitions de cascades de glace. Et du coup, ils m'utilisaient un petit peu en photo, comment dire, en modèle. Ok. Ils cherchaient des fois des modèles pour faire de la photo. Moi, ça m'intéressait grave. Donc, j'étais grave chaud de faire modèle. Ça me permettait d'apprendre un peu, comprendre comment les mecs ils faisaient des photos, tu vois, pour pousser un peu le truc. Et après, je bossais aussi un peu en assistant photo. Tu vois, des fois, ils cherchaient des mecs pour porter des sacs, Ouais. tu vois, se mettre des missions un peu en montagne. Moi, j'étais grave motivé. Et du coup, j'ai grave appris avec des photographes comme Alex Buis, Dan Patitucci. T'avais des mecs comme. Enfin, ouais, il y avait plein de photographes à l'époque qui m'ont aidé et avec qui j'ai travaillé, tu vois, et qui est un peu normal, tu vois, en mode mentor. Et après, quand il y a eu l'accident, bah, ça m'a encore plus poussé là-dedans. Poussé là-dedans, ouais. Mais tu vois, ça a été dur parce qu'en fait, c'est dur vu que c'est un truc très artistique. Est-ce que les gens ils aiment ou pas tes photos, ton style? C'est pas facile, tu vois, de s'assumer après en tant que pro. Et du coup, ça a pris du temps avant de me dire, ok, je suis photographe pro. Et au début, je faisais vraiment là, des images avec mes potes, jusqu'à ce que tu vois, on commence à me demander des images. Il y avait des marques en fait avec qui ils me demandaient des images pour certains potes avec qui je faisais de la montagne. Ok. Tu vois, des amis qui avaient des petits partenariats, mais tu vois, c'était rien du tout. Et Est-ce que tu peux lui faire pour un est-ce shooting, que tu vois, genre, je sais pas, on a une nouvelle lunette qui sort, est-ce que tu peux nous faire 2 photos pour cette lunette? Et du coup, moi, je dis en mode, ouais, ok, cool, je l'ai fait. Et puis, en fait, finalement, les images, ils aimaient bien, c'était quali. Et après, derrière, il me dit, ah bah finalement, maintenant, on a un peu de budget, on va sortir une nouvelle paire de lunettes, est-ce que tu peux nous organiser un shooting et tout. Et tu vois, ça s'est vraiment fait comme ça, progressivement. Et puis, ça a été exponentiel de malade, tu vois, ça a été exponentiel de malade. Moi, ça me plaisait énormément. Et après, bah, je me suis formé de plus en plus à la photo. Il y a eu l'évolution du matériel en parallèle et la montée des réseaux. En fait, c'est bizarre, j'étais un peu à un croisement de tout en même temps. Tu vois, genre au bon endroit, au bon moment. C'est ça, ouais, vraiment. Pareil, tu vois, coup de chance de malade. Tu vois, les réseaux, je me rappelle à l'époque, les anciens, enfin les autres photographes et tout, ils y croyaient pas du tout aux réseaux. Ils me disaient, mais non, mais les réseaux, c'est la merde. Ça va pas marcher. Pourquoi tu fais ça et tout. Et du coup, moi, je me disais, non, mais c'est un moyen de partager. Tu sais, quand t'es jeune, en fait, moi, j'avais pas d'accès comme eux, ils pouvaient avoir dans les médias, dans les magazines. À l'époque, c'était beaucoup dans les magazines, dans les médias un peu plus papier, journaux. Alors que moi, ma seule visibilité, c'était sur Instagram et les réseaux sociaux où tu avais plus d'opportunités. Et au final, bah voilà, les réseaux, ça a bien marché, ça a continué d'exploser. Et le matériel qui a évolué de malade, où maintenant on peut filmer facilement. Et le drone, tu vois, l'arrivée des drones en montagne, ça a tout changé, quoi. Oh, les drones, notamment avec les plans qu'on a vus dans Kaizen, ça a dû être. Il y a un contenu ou une photo en particulier qui t'a, entre guillemets, fait péter ou pas du tout? Ça s'est fait de manière linéaire. Ça s'est fait un peu de manière linéaire. On va dire que c'était plutôt la constance, tu vois. La constance, tu vois, de sortir des. Parce que même je vois sur les réseaux, je vois des mecs qui arrivent à faire une ou deux belles photos, qui vont péter un peu. Mais après, ils en sortent plus forcément. Donc, ouais, moi, c'était assez constant, tu vois, dans les projets que je proposais, dans l'originalité, tu vois, tu es toujours aussi à la pointe du matériel. Tu vois, de pouvoir proposer des vues aériennes. Je suis dans les premiers à faire du drone à l'époque. Donc, tu vois, toujours pareil, de pousser un peu le drone dans des endroits où personne n'était allé auparavant. Et du coup, créer des nouvelles prises de vue originales et tout. Donc c'était un peu la constance. Mais j'ai pas forcément un truc dont je me rappelle qui a vraiment fait péter le game. Ouais. J'ai également vu que tu avais posté quelques vidéos YouTube.
Mec, ça y est, on se lance sur YouTube. Hein. Ça y est? Bah ouais, ça y est, c'est parti. Hein. T'es dans le train là? Ouais, on est dans le train là. Ça y est, on a pris le train en route. J'avais mis quelques vidéos à l'époque, mais c'était plus en mode pro, tu vois, pour montrer un peu les projets que je faisais. Ouais, des showreels, des trucs. C'est ça, voilà, pour les clients. Et là, on a posté un documentaire que j'avais fait avec Jordan Manoukian. On avait fait à l'époque du Covid, on avait fait un portrait. En fait, j'avais une idée de mettre en avant les photographes outdoor. Donc, je voulais mettre en fait en lumière, tu vois, un photographe spécialisé dans les photos d'escalade, un spécialisé dans les photos de ski. Et je voulais faire des petits portraits comme ça. Et en fait, on en parlait avec mon pote Jordan. Et lui, il me dit, mais mec, toi, tu fais tout, on n'a qu'à faire sur toi, tu vois. Et j'étais en mode, putain, c'est vrai que c'était gênant parce que je voulais pas, moi, me mettre en avant. En fait, j'ai jamais voulu me mettre en avant. Et du coup, là, il m'a dit, c'était la période du Covid. Moi, j'avais déjà un petit peu des partenariats avec des marques parce que j'étais sur les réseaux et tout. Et au final, on a pu trouver un petit peu du budget et on a fait ce projet. Et voilà, et au final, ça s'est monté comme ça. Donc, j'ai posté le docu qui a grave bien marché. D'ailleurs, merci la communauté d'avoir mis grave de commentaires. Franchement, les gens ils étaient Il méga s'appelait comment le bienveillants. docu pour ceux qui nous écoutent? Il s'appelle Out of Frame. Ouais. Donc voilà, il était dispo sur Prime pendant longtemps et là on l'a mis en libre accès sur ma chaîne YouTube. Et là dans l'idée c'est de continuer à proposer du contenu sur YouTube, faire découvrir la montagne encore. Donc voilà, là on va sortir un petit épisode qu'on avait tourné. Sur plein à dire qu'il est incroyable le docu. Hein. Ah, merci les gars, ça fait plaisir de fou. Et en plus, quand on l'a posté, on n'était pas sûr parce que tu sais, il a quelques années. En tout temps, on a quand même bien évolué, Est-ce même que en ça a termes bien de. vieilli, C'est ça, machin, tu vois, en termes de ouais, je quali vois. et tout. On a un peu hésité avec Jordan. On s'est dit, putain, est-ce qu'on le met ou pas? C'est pas fou. Enfin, tu vois, on a vraiment step up depuis cette période-là. Mais bon, en tout cas, trop cool. Merci les gars que ça vous plaise. Et là, on va sortir des petites vidéos, tu vois, des petites rencontres en montagne, faire découvrir, peut-être tu vois, amener un abonné au Mont Blanc, faire des rencontres avec des stars. Ouais, des petits challenges, des petits des machins petits et trucs, des petits. Voilà. Là, c'est cool ça. là, on va sortir un truc sur du ski de nuit, ski dans le glacier de nuit. OMG. Et avec Léo Slemet, mon poteau, donc ça va être lourd.